Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place. Parce que la vérité, c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Et vous voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et en fait c'est le premier épisode d'une série de 3 épisodes qu'on va faire. On se retrouve en duo avec la fameuse Mylène. Alors, je sais pas comment mettre, elle est comme ça ici. Donc, Mylène, je pense que pas mal de gens la connaissent. On fait déjà pas mal de vidéos ensemble. Tu vas présenter un peu plus qui tu es, plus amplement. Je pense que des gens connaissent un peu notre relation déjà, sans savoir vraiment qui on est dans la vie l'une de l'autre et qu'est-ce qu'on fait aussi chacune séparément. Mais l'idée, c'est de faire une série toutes les deux. Franchement, je suis trop contente. On avait prévu déjà de faire cette série il y a un mois ou il y a quelques semaines et ça n'a pas pu se faire. Et là, enfin, je me réjouis de vraiment discuter avec toi sur ces sujets-là. On va parler des relations, des relations guérisseuses, de guérir en relation. Et je pense que c'est un truc qui nous parle pas mal à toutes les deux. Euh, on verra, on va faire 3 épisodes différents, un peu avec des thématiques. Le premier, ça va vraiment être sur la relation au corps. Donc, c'est un sujet qu'on connaît quand même très bien, sur lequel on a été challengés toutes les deux. Et je pense que j'ai hâte aussi de t'entendre parler sur ces sujets avec ton regard enfin, ouais, d'ancienne infirmière. Donc, toi qui étais dans le corps médical, qui étais de l'autre côté aussi. Et c'est vrai que quand on traverse une épreuve de santé, une épreuve dans la vie, souvent on est d'un côté de l'épreuve et puis de l'autre côté, il y a tout un autre regard qui est posé. Donc, je pense que ça peut aussi aider d'avoir le regard de l'autre côté. Euh, on est dos à dos parce que enfin, je crois beaucoup en ce format et j'espère que ça nous permettra aussi d'être plus nous-mêmes, plus libres. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir la caméra, mais il y a vraiment ce truc de aussi ouais, se sentir plus libre de pouvoir s'exprimer, d'avoir moins ce reflet qui est pas forcément super. Enfin voilà, on peut avoir plein de choses à réfléchir quand on a son reflet. Enfin voilà, ouais, quand on se regarde finalement. Donc, dos à dos, je pense que si on était dans la vraie vie, on serait vraiment dos à dos. Et j'aurais adoré aussi la connexion, un peu comme je l'avais fait avec ma maman, etc. Donc, vraiment, cette idée de la connexion dos à dos, c'est une symbolique que j'aime beaucoup dans le sens. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura d'autres épisodes qu'on fera potentiellement en présentiel. Et donc là, on aura vraiment ça. Mais cette fois-ci, c'est en distanciel. Donc, on se retrouve comme ça. Et puis, on va enregistrer dos à dos, chacune de notre côté. Mais je pense très connectée quand même. Donc voilà, bienvenue Mylène. Si ça te va, tu as envie de commencer par te présenter? Je pense que je vais te laisser te présenter comme tu as envie parce que c'est pas que tu as 30 000 vies, mais déjà quand même pas mal. C'est parti. Bah déjà, je veux te remercier vraiment parce que je trouve que c'est hyper précieux ce que tu fais. C'est pas encore. Ouais, je trouve que tu redonnes vraiment le pouvoir aux patients aussi, et ça, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment de l'or. Comme tu dis, j'ai commencé ma vie active en tant qu'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'infirmière et j'ai choisi d'arrêter ce métier qui me plaisait pour des raisons dont on reparlera souvent. Sûrement, pardon. Et du coup, après, je me suis réorientée et maintenant, je suis facilitatrice de breathwork, donc qui est vraiment une méthode de respiration qui aide la libération d'émotions et de trauma. Et donc, je travaille également avec les huiles essentielles comme toi. Et je suis aussi coach et vraiment ma mission, c'est de
d'aider les femmes, à se reconnecter à leur corps, à retrouver leurs sensations. Voilà, moi je suis passionnée par la régulation du système nerveux, c'est vraiment quelque chose, je le vis tous les jours de plus en plus et voilà, j'ai vraiment aidé vraiment ma cible, c'est vraiment les femmes, heu, qui ont été challengées par une déconnexion, enfin qui ont été challengées par un événement qui les a déconnectées de leur corps. Donc comme que ce soit comme toi, un challenge de santé. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires, donc c'était vraiment beaucoup lié au trauma. Voilà, je trouve qu'il y a 1000 façons de se dissocier de son corps quand on est une femme, notamment avec la douleur, dont on reparlera aussi sûrement. Mmh. Et et voilà, il y a 1000 façons et vraiment, je trouve ça enfin moi, ça a été un chemin tellement beau de retrouver, ces moments de connexion que, voilà, c'est vraiment ma mission et ce pourquoi j'ai vraiment envie de m'engager et voilà et j'adore ce format, au début, je me demandais un peu comment ça allait être de pouvoir parler dos à dos, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je regarde pas tes réactions, en fait, donc c'est vrai qu'il y a un truc hyper vrai et bravo, franchement bravo pour ta créativité et encore merci de me recevoir. Trop bien. Merci Milou, merci Mylène. Oui, c'est ton petit Miel. Bien avec Milou. Pour vous dire, quand même, on va bientôt fêter, dans quelques semaines, nos 1 an de rencontre avec Mylène et on s'est rencontrés dans un événement et en fait, elle m'a littéralement sauté dessus et ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a dit son prénom, dans mon oreille que j'entends pas. J'ai perdu l'audition il y a quelques années et pour moi, quand elle m'a dit son prénom, j'ai entendu Miel et j'ai trouvé ça trop beau comme prénom. Et en fait, elle, c'était pas du tout son prénom. Mais pour moi, c'est resté Miel. Et après, c'est devenu Milou. Mais en fait, c'est Mylène. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc si vous m'entendez parler de Miel, de Milou ou de Mylène, voilà, c'est toujours la même personne. Mais voilà, mais merci. Tu poses bien les bases finalement de l'échange d'aujourd'hui, qui est sur la relation avec son corps. Finalement, ce moment peut-être où enfin ce moment, cette période où le corps devient un problème, entre guillemets. Est-ce que toi, tu veux nous raconter peut-être, soit une histoire sur ça, c'est-à-dire ce que toi tu as vécu, sur les moments un peu challengeants où ton corps a commencé à poser «question» entre guillemets, a commencé à te questionner? Tu parlais tout à l'heure des troubles alimentaires, mais je pense que ça nous est arrivé aussi, nos épreuves de santé, moi c'était la scoliose, à des moments clés de notre construction et je trouve que c'est intéressant de rappeler, de revenir sur ça. Mmh. Ouais, exactement. Déjà, je sens beaucoup d'émotions qui montent quand tu me poses cette question et j'ai juste envie de dire aux gens qui vont écouter de vraiment, prendre leur temps et aller avec leur capacité parce qu'on va parler de choses, qui nous ont beaucoup challengés et que quand on est dans ces moments-là, il faut vraiment enfin, n'hésitez pas à mettre pause et tout parce que, hem, ça peut être des gros morceaux, quoi. Donc moi, de ce que je me rappelle, d'aussi loin que je me rappelle, quand j'étais petite, j'étais très, très vivante. J'adorais utiliser mon corps, j'adorais crapahuter, hem et c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a eu des événements qui ont fait je pense que, ouais, comme tu dis, l'adolescence surtout, c'est vraiment une période charnière, heu, où il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent entre les traumas qui ont eu lieu dans l'enfance. Il y a un peu tout qui plus tout ce qui est hormonal, il y a un peu tout qui f ouais, qui jaillit d'un Mmh, coup ouais. et moi, je pense que vraiment à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à beaucoup me dissocier de mon corps, quelque chose qui avait peut-être commencé, plus tôt, mais c'est vraiment au début du collège où je me souviens de ça et voilà, il y a des événements, des moqueries, des humiliations qui se sont passées, qu'on vit tous, hein, mais qui ont vraiment fait que j'arrivais pas à trouver la connexion avec quelqu'un pour justement m'amener de la régulation et comprendre vraiment, que c'était pas moi le problème, que c'était, voilà, les autres, leurs problématiques à eux et du coup, moi, c'est vrai que je me suis réfugiée dans la nourriture et une fois qu'on commence ce cycle, ça devient enfin moi, c'est vraiment devenu, je mangeais pour calmer parce que je savais pas comment faire en fait pour calmer mes peurs, pour calmer mes angoisses, pour calmer mon manque de confiance, le fait que j'avais Mmh. l'impression de pas être à la hauteur de mes parents et en fait, ben, au bout d'un moment, les gens, ils te disent que: «Ah mais, tu pris du poids» et en fait, là, vraiment la société, hem
ne t'accompagne pas forcément dans le bon sens, j'ai envie de dire, parce que, oui, il y a une problématique, mais on vient de nouveau en t'humiliant et du coup, là, j'ai vraiment commencé, un peu cette mécanique de, je mange beaucoup d'un coup, je me restreins, je mange, je me restreins, je mange, je me restreins. Donc ouais, ça a vraiment été, pour moi, des années vraiment très, très dures. Quand j'y repense, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'empathie pour moi, Mmh. cette période-là, parce que je me dis: «Mon Dieu», enfin tout j'ai vraiment en fait, je me suis livrée à personne et ça, je pense que c'est vraiment un truc, que j'ai envie de dire et peut-être tu peux rebondir dessus, ouais, de pas rester tout de suite seule, quoi, parce que je pense que c'était je me vois vraiment dans une grande solitude. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, ne pas rester tout de suite seul et en même temps, je trouve que quand on le vit, heu, Mmh. il nous faut déjà un temps, pour, comprendre ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est en train de développer. Parce que cette réaction à notre corps qui est une réaction de rejet, enfin des comportements de rejet ou des comportements de mutilation, des comportements de contrôle de notre corps. Alors, on parle toutes les 2 de choses assez différentes finalement, mais je suis sûre que ces sujets-là nous rassemblent. Ben, finalement, je me rends compte que pour moi, j'ai mis du temps avant de capter véritablement que ça déclenchait ça chez moi. Alors moi, c'était autre chose, tu vois? Mais sur les questions de douleur, c'est drôle ce que tu dis, c'est que, moi, j'étais aussi cette petite fille qui crapahutait, quoi. C'est drôle que tu utilises ce mot-là, qui était toujours, en train de chahuter, de tomber, de faire plein de choses. Je me souviens même de la dernière roulade que je me suis autorisée de faire avant, d'être opérée et en fait, j'ai pas eu l'impression, moi, au début, d'amener ce contrôle-là, mais plutôt qu'il soit venu de l'extérieur. Donc c'était peut-être, une dynamique différente. Mais que moi j'ai complété dans mes comportements. C'est-à-dire que, j'ai commencé par avoir un corset, donc automatiquement, mon corps était enfermé, donc une relation différente qui s'installe dans le corps et puis ensuite il y a tous ces effets un peu dominos. La relation, au toucher de son corps, la relation à la douleur, la relation, aussi aux troubles alimentaires finalement, parce que moi je pouvais pas manger comme je voulais et cetera, vu que j'étais enfermée et je trouve qu'en fait, quand on est jeune, quand on est enfant littéralement, parce qu'on était quand même des enfants, hem, mais je pense même que d'ailleurs à l'âge adulte, c'est aussi le même mécanisme. Je pense que c'est difficile d'en parler parce qu'au début, on se rend pas forcément compte, qu'on capte pas forcément et je crois que c'est là aussi où l'importance du regard, de l'attention portée par les autres, est primordiale sur sur la détection en fait, des choses assez rapidement. Parce qu'au début, moi j'ai pas du tout, je pense pas que j'en aurais été capable d'en parler parce que je j'avais pas conscientisé ce qui se passait pour moi, véritablement. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est de notre responsabilité à tous si on a des enfants autour de nous, hem, de vraiment leur dire que c'est OK de parler de tout et d'essayer d'éliminer au maximum la honte et les angles morts, dont tu parles, là, les endroits où on se rend même pas compte qu'il y a quelque chose à parler. Mmh mh. Je pense plus on se sent libre de pouvoir parler de tout, plus en fait on parle de tout et n'importe quoi et dans le n'importe quoi, il y a des choses très, très importantes en fait. Il y a des petits indices, quoi. Ouais. Oui, de toute manière, je pense que dans nos comportements, alors de ce qui nous est arrivé de l'extérieur, comme tu disais, toi, il y a eu des remarques qui ont été, qui t'ont marqué, il y a eu des choses concrètes qui nous sont arrivées. Déjà là, il y a des indices sur la manière dont on pourrait réagir de façon A, B, C, mais il y a aussi finalement, toutes nos manières à nous, en tant qu'humains, de faire enfin, j'ai l'impression que c'est comme si notre corps, il devenait un obstacle et que c'est quelque chose que l'on nourrit finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient Ah un obstacle à nous-mêmes et cette relation au corps, elle se délite littéralement. Il y a peut-être un élément déclencheur qu'on peut voir, qu'on peut aller regarder, mais c'est vraiment dans le temps aussi que ça se fait. moi, je vois tout à fait ce que tu dis, mais j'étais vraiment en combat contre mon corps. C'était vraiment, je le touchais d'une façon violente, j'étais que dans la violence envers lui Mmh mh. et et quand je voyais tous ces gens qui parlaient de douceur, de se mettre de la crème, c'est compliqué, enfin, il y a
juste se dire des phrases positives, ça suffit pas, quoi. Enfin, c'est bien de commencer par quelque chose, on va dire, mais c'est loin d'être suffisant et c'est loin d'être, enfin, je trouve que c'est presque aussi culpabilisant que le reste, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas on n'arrive pas à tous se retrouver de toute façon, on n'a pas tous les mêmes solutions à nos problématiques. On ne peut pas tous prendre le problème, de la même manière. Et il y a des fois des choses qui ont un effet peut-être contraire. C'est là où des fois, même quand on est de l'extérieur, on en voulant bien faire et cetera, on peut arriver à faire, aussi des bourdes quoi, des erreurs de compréhension, de d'écoute finalement. Ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment pas forcément besoin de conseils plus que ça, mais ce qu'il y a surtout besoin pour commencer à aider quelqu'un ou pour commencer à s'aider, c'est de l'écoute. Mmh. Ouais, de l'écoute, et de l'accueil, en fait. Parce que je pense que c'est aussi ça qui est dur dans nos sociétés, c'est qu'on n'accueille pas la colère n'est pas accueillie et les troubles alimentaires, je sais pas toi, comment ça s'est passé pour toi, mais moi, c'était vraiment, de ce que je vois avec les gens aussi que j'accompagne, c'est vraiment les troubles alimentaires, il y a beaucoup de frustration dessous, hein. Mmh mh. Souvent, bah, toi, je pense que c'était un peu pareil parce qu'il y a ce sentiment de se sentir bloqué dans son corps. Il y a de la frustration et dans la frustration, il y a souvent colère, peur, tristesse et ça, c'est des émotions qu'on n'accueille pas donc maintenant, en tant qu'adulte, je le vois, hein, parce que je peux être au contact d'enfants et c'est sûr que ça peut nous challenger d'accueillir ces émotions-là, mais c'est vraiment notre rôle, notre responsabilité pour eux, en fait, que ce soit accueilli, de leur montrer comment faire, de leur montrer comment revenir à un état de calme, Mmh. comment trouver ses ressources intérieures, extérieures, par exemple avec les huiles essentielles, une couverture, un doudou, enfin, tout ça, c'est très, très important et je pense que, enfin, on essaye de faire grandir les enfants tellement rapidement aussi. Faut plus avoir ton doudou à l'école, faut plus a c'est des ressources pour eux et je pense que, enfin, vraiment accueillir vraiment l'enfant dans son entièreté sans vouloir, qu'il colle effectivement à l'image de la société ou de ce qu'on s'est projeté pour notre enfant, quoi. Ouais. Bah, vraiment voir les émotions aussi comme des messagères et Mmh. des messagères qui sont de passage et qu'en fait, quand on les regarde, quand on les voit passer, quand on juste les laisse nous traverser, elles vont pas forcément rester et c'est intéressant ce que tu dis sur le rapport à la nourriture finalement. Donc comment on nourrit notre corps à partir du moment où on a un rapport à soi et à son corps qui est challengé. Heu, je trouve qu'en plus c'est quelque chose qui reste dans le temps. Heu, je pense que les gens qui ont vécu avec un corset se reconnaîtront peut-être sur ça, mais en fait, ça vient, c'est comme un nouveau style de vie qui commence à vraiment challenger ton lien avec la nourriture parce que, ben, moi, le corset, je l'ai eu à partir de 6 7 ans, je crois, hein, et bah, en fait, à partir de là, tu peux plus manger comme tu voudrais parce que tu dois rester dans ce plastique et en fait, tu manges comme un petit écureuil, quoi. Tu manges, toutes les toutes les demi-heures, tu peux remanger parce que ton ventre s'est dégonflé, mais tu peux pas manger en grande quantité et en fait, ce que ça faisait, c'est que quand je rentrais de l'école, je mangeais un petit goûter, ensuite je faisais une pause, ensuite je mangeais des chips et c'est là où mon addiction pour les chips a commencé. Un petit paquet de chips qui était vraiment un réconfort et aussi un début de repas finalement. Ensuite, je m'arrêtais, je pouvais remanger, soit une entrée, soit un plat. Je devais m'arrêter et retourner sur le canapé, par exemple, pour me poser, pour que mon ventre dégonfle et ensuite revenir manger mon dessert. Et ce qui fait que, en fait, il y a vraiment une dérégulation qui se forme ici parce qu'on ne vit plus le repas comme on pouvait le vivre avant. On le vit plus non plus comme, tous les autres membres de la famille. Je me souviens de tous les repas moi, j'étais obligée de partir ou alors les autres, tellement je mangeais lentement, par exemple, ben, partaient de la table et en fait, il y a vraiment cette relation-là cette connexion-là qui se délite au fur et à mesure et qui marque, je trouve, pour le reste de la vie. Enfin, je sais pas si ça te parle aussi de ce que toi tu as vécu? Ah bah, si, si, si et puis là, ce que j'entends, c'est vraiment, tu avais un contrôle forcé, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'au niveau de mes parents, j'ai eu pas mal de contrôle, voilà, pour manger, sain, mais c'est c'est ouais, c'est assez fou quand on parle parce que tu te dis un petit peu en plus les aliments que tu mangeais, tu vois des chips, les chips c'est hyper, c'est croustillant, c'est salé. Ça montre vraiment
euh, en fait, on peut aussi voir en fonction de ce qu'on mange, dans quel état du système nerveux on est. Et ça montre que tu devais être dans un état un peu stressant, de sympathique, qu'il devait y avoir quelque chose vraiment qui était dur pour toi, tu vois, enfin, de pas pouvoir euh, manger ce que tu veux et enfin, ouais, vivre comme tu veux, quoi. Et ça Ok. m'amène aussi à questionner un peu enfin, le plaisir là-dedans, tu vois, parce que Ouais. quelle est la notion de plaisir quand on est coincé dans un corset en plastique, en fait, tu vois. Bah, d'un côté, c'était mon petit plaisir, tu vois, et d'un autre, en effet, ça n'avait rien du plaisir. Hmm. Ça n'avait rien du plaisir et ce qui est fou, c'est qu'après le corset, j'ai gardé cette habitude. Alors, je pense que c'est... Enfin, ça reste une habitude, hein. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises. Et du coup, j'ai gardé cette habitude-là. Ah bah oui, moi, c'était vraiment... Moi, ça... C'est vrai que, en fait, je me... C'est comme si moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre façon de s'alimenter de la façon dont j'avais mis en place à l'adolescence, ou un peu avant l'adolescence. Mais pour moi, il y avait vraiment que ce système de... pour me calmer, je dois beaucoup manger, et après, ben, forcément, il y a la restriction, parce que, ben, en plus, j'ai mal au ventre. Enfin, donc vraiment, il y avait vraiment, je me sentais, j'étais pas bloquée dans mon corset, mais j'étais vraiment bloquée dans ce système que j'avais créé. Et ouais, voilà. Et vraiment, toute ma vie tournait autour de ça, en fait. Toute ta vie tourne autour de ça. Tu t'organises vraiment en fonction de ça. Enfin, ouais, c'était... Ça, c'est tellement vrai. on te donne des mots, on te dit que t'es une bonne, que t'es gourmande, que t'es une bonne mangeuse. Alors que ça, c'est déraisonnable en fait la façon dont tu manges, tu vois. Enfin, ce qui vient aussi avec ce que tu as dit là, c'est en plus, enfin, une fois qu'on est dedans, il y a le corps qui parle quand même. Soit par des douleurs, comme tu disais, bah, un mal au ventre qui vient te dire que bah, en fait, c'est pas le Mm. bon comportement, c'est pas le comportement bien pour ton corps, vraiment pour sa santé. Et justement, ça me fait vraiment me dire que il y a plein de... Enfin, notre corps parle pour nous dire que c'est pas OK pour lui. Et je pense qu'il y a tous les endroits avant où notre corps parle, comme tu dis, tout ce qui est système nerveux. Quand on commence à aller regarder là-dessus, sur ce sujet, on se rend compte vraiment qu'en fait, il y a des signaux dans notre corps qui sont envoyés. Et, euh, et oui, il y a peu d'écoute parce qu'on ne sait pas comment faire. S'il y a de l'écoute et si on s'en rend compte, comment est-ce qu'on fait pour accueillir? C'est toutes ces grandes questions qui viennent aussi, finalement, avec ces messages de notre corps, ces signaux de notre corps qui nous ont envoyés. Mm. C'est hyper intéressant. Et toi, je sais pas, mais moi je suis vraiment née dans une famille où mes deux parents n'écoutent pas vraiment leur corps. Ils ont tendance, enfin ils avaient tendance, je vais pas parler de comme c'était toujours le cas, mais ils avaient toujours tendance à dépasser un petit peu leur capacité, voire beaucoup. Et moi, je pense que, enfin voilà, on m'a jamais appris en fait déjà à ressentir la faim, par exemple. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Tu vois, il fallait toujours manger à certaines heures. C'est très très normé, hein, la nourriture. Donc il y a vraiment beaucoup de critères. Donc je mangeais jamais quand j'en avais envie. C'était toujours, je devais finir mon assiette souvent. Donc effectivement, en fait, là, tu rentres dans un système où en fait, si tu écoutes ton corps, tu sens que tu as mal. Donc en fait, tu te dissocies. Et en Mhm. fait, tu apprends vraiment en fait à vivre. Bah toi, je pense que c'est pareil. Tu apprends à vivre avec la douleur, que ce soit la douleur voilà, du dos, moi c'était la douleur du ventre. En fait, c'était normal en fait de, euh, de m'endormir avec. Et puis, en plus, après, quand on est une femme, on a nos règles, donc on peut aussi avoir des douleurs associées. Donc on est vraiment, il y a une douleur vraiment un peu de base qui est là. Et on est vraiment habitué et c'est limite un peu désarmant quand elle n'est pas là, j'ai envie de C'est ce dire. que j'allais dire. C'est un peu comme la bande son d'un film. Quand tu l'enlèves, Oula, c'est trop calme. ouais, c'est bizarre, quoi. Ou là, du silence. Et justement, est-ce qu'il y a un moment où toi, il y a un moment clé que tu te souviens, ou, je sais pas, une période où tu as commencé à voir ton corps peut-être autrement, en tout cas à écouter d'une manière différente? Est-ce que tu te souviens d'un moment clé ou d'une période, ouais? Je pense que c'était il y a 4 ans. J'ai des frissons en parlant de ça.
J'ai fait ma première session de breathwork. J'avais fait ma première session de breathwork en ligne et déjà, donc je m'intéressais déjà au système nerveux. J'étais pas encore spécialement formée, mais je m'intéressais déjà. Et déjà, enfin, je voyais que juste le fait d'être allongée pendant 1 heure en respirant, je voyais déjà le stress que ça montait. J'avais déjà envie de grignoter avant, enfin, j'avais vraiment tous mes signes où je commençais quand même à voir, à sentir dans mon corps qu'il y avait du stress. J'avais beaucoup de, enfin, c'était pas encore très précis comme je peux l'avoir maintenant, mais je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui me stressait vraiment juste dans le fait d'être avec mon corps pendant 1 heure en respirant. Et, mais je l'ai fait, et après je me suis formée à ça, donc je respirais toutes les semaines. Donc il y avait vraiment une fois par semaine, ou au moins une fois par semaine, où, où vraiment j'étais avec mon corps. Et ça a vraiment été, je pense, charnière pour moi. Même si au début, j'étais enfin, je m'attendais un petit peu à des expériences hyper... euh, je m'attendais à des expériences un peu extraordinaires à chaque fois que je faisais du breathwork. Mhm. Maintenant, je me rends compte que l'extraordinaire, c'était vraiment juste d'être avec mon corps. Et que ça, c'est vraiment enfin, ce qu'il y a de plus puissant, en fait. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça. Après, je me suis formée au système nerveux, au coaching et tout. Et j'ai vraiment intégré ça un peu tous les jours euh, dans mes routines de ressentir mon corps. Jusqu'à que maintenant, je me rends compte que c'est vraiment... Tu vois, là, je te parle de ça, je sens que je suis un peu tendue dans le cou, tu vois. Avant, j'aurais même pas senti que j'étais un petit peu tendue dans le cou, que j'avais des petites boules un petit peu de feu dans le ventre. Enfin, maintenant, je vois à quel point enfin, à quel point maintenant je me sens en connexion avec lui. Et je pense que je peux encore aller plus loin, mais au début, c'était vraiment, au début, j'ai vraiment eu la prise de conscience de waouh, rester couché 1 heure, sans dormir en pleine journée, ça te stresse carrément, quoi. Ça te stresse. Et ouais, je pense que là, vraiment, ça m'a mis un Ça a été gros. vraiment le lieu et l'espace pour la rencontre avec toi, finalement. Ouais. Et toi, d'ailleurs, je me pose la même question. Moi, c'est un vrai chemin, encore. Mhm. Euh, Moi, je pense que je suis plus passée par le son que par la respiration. Là, si on revient, par exemple, alors, moi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs endroits, finalement, où il y a de l'écoute qui chemine, qui arrive de plus en plus. Mais si on revient, par exemple, sur tout ce qui se passait avec les chips, pour moi, qui était vraiment un truc que je maîtrisais pas, que je comprenais pas et que j'avais honte finalement je culpabilisais pas mal de continuer à avoir ce type de comportement. Eh bien, c'est par le son. Je me souviens, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était au Portugal quand j'étais expatriée. Et c'est dans mon corps que j'ai ressenti quelque chose par rapport à ça. Et j'étais en train d'écouter des ondes sonores et très puissantes. Et c'était un truc que je faisais déjà depuis quelques mois. Et c'était vraiment quelque chose, oui, que j'avais au quotidien, qui m'apaisait beaucoup. Et j'avais pas d'objectif forcément. Je me souviens même plus comment est-ce que j'avais rencontré cette pratique-là. Mais bref, moi j'ai toujours ce truc de quand je rencontre 3 fois ou quand j'entends parler 3 fois d'un truc, je commence à m'y intéresser ou à regarder un peu ce qui se passe. Et donc, bref, je faisais ça. Et je crois que c'est un de mes moyens à moi qui m'a permis de commencer à écouter mon corps. Moi, j'ai encore assez peur du silence. Donc, passer par le son, c'est une manière de me rassurer dans tu vois, dans cette inactivité. Parce que je crois qu'il faut quand même revenir à une certaine forme d'inactivité pour commencer à écouter son corps. En tout cas, à une certaine forme de lenteur, à minima. Et pour moi, c'est encore très, très difficile, ça. De plus en plus, je m'y amène et j'y vais. Mais je pense que je reviens tellement de loin que pour moi, il y a encore besoin de médiation, notamment avec le son. Donc, je passe beaucoup par ça, je dois l'avouer. Euh, et en ce moment, je passe beaucoup par la lenteur, par ralentir, par vraiment. Et en fait, enfin, je vais paraître bête, hein, peut-être que ça va paraître futile pour plein d'autres gens, mais du coup, je ressens quand je suis fatiguée. Du coup, je ressens quand j'ai plus de douleurs. Alors, moi, j'ai des douleurs qui sont assez quotidiennes quand même, mais je ressens quand il faut que je me pose. Et en fait, ça, c'est pas des choses qui sont dans le mental, c'est vraiment des choses qui sont dans le corps. Et je pense que moi, je me suis beaucoup, beaucoup protégée sur ces douleurs dans le corps parce qu'elles étaient tellement intenses
que j'aurais pas pu tenir, je crois. En tout cas, c'est vraiment de la protection, quoi. Si je les avais laissés prendre toute la place. Et donc, je leur ai pas donné toute la place. Et aujourd'hui, j'essaie de leur donner une place qui est OK pour moi. Donc, voilà, je pense que c'est des choses qui s'apprennent. Mais voilà un peu les deux trucs que je me disais. C'est trop beau, c'est vraiment, déjà je trouve ça hyper bien de rappeler que c'est un chemin. Moi, il y a des jours, par exemple hier, moi je sais que quand j'ai des grands trajets, le lendemain, je suis hyper dissociée. C'est très dur pour moi d'être dans mes pratiques corporelles, je fais des trucs presque pour les c'est très dur encore dans il y a certains jours où c'est aussi très dur, donc je trouve que c'est bien que tu remettes le fait que voilà, c'est pas un linéaire en fait, vraiment pas du tout, même quand on arrive à un stade de guérison un peu plus avancé, on va dire. Mais c'est vraiment de surtout de pas tomber dans le: «Ah bah, aujourd'hui ça va pas donc c'est foutu, enfin voilà, demain ça peut vraiment aller mieux et demain je vais réussir à plus écouter mon corps». Je trouve que ce qui est beau aussi, c'est que, ton rapport au son là, ce que tu dis, moi c'est vrai que j'utilise aussi ça et je trouve que c'est très beau parce que c'est vraiment une ressource que tu as réussi à mettre en place pour toi, en fait. Tu as vraiment trouvé cette ressource du son pour, pour, heu, pour revenir à ton corps, en fait et ça, je pense que, c'est hyper important. C'est que, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de conseils, de choses, même sur Instagram et tout. C'est vraiment de trouver des choses, des ressources, qui vous correspondent et qui vont à votre vie parce que effectivement quand on est habitué à être extrêmement dans le speed, s'arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est juste pas possible. Et voilà, et si moi j'écoute aussi beaucoup de podcasts, enfin c'est vraiment, il y a vraiment des choses, voilà, il faut trouver pour s'accompagner au maximum dans le fait de ralentir et dans le fait de la lenteur et ça je trouve que c'est hyper bien que tu le rappelles parce que c'est encore pire de s'arrêter du jour au lendemain et de se forcer en fait à s'arrêter et d'être c'est encore du contrôle en fait. Le Mhm. truc c'est que dans cette reconnexion au corps, hem, ce qu'on veut, c'est pas ramener du contrôle, d'en faire une pratique de yoga d'1 heure tous les jours ou de respirer, enfin, non, c'est vraiment OK, je vais le faire, mais je vais le faire en fonction de ce que je peux. Donc si je respire qu'1 demi heure au lieu d'1 heure, c'est déjà bien, en fait. Si même c'est que 5 minutes, ça sera déjà bien et je vais déjà me féliciter pour ça. C'est vraiment, voilà, de pas venir à des rituels heu, trop dans le contrôle et ça, ouais. Ça, je trouve que Bah, c'est très en fait, important. ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment une question de relation. Et une relation, ça se crée avec la confiance et c'est pas du jour au lendemain que tu Mmh. vas te marier avec la personne. Ou que tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. automatiquement, ça doit se faire dans un chemin et on doit pas être dans le tout ou rien ou dans le noir ou blanc, quoi. Et se rappeler que, ben, il y a des fois, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière et on continue comme ça et ça n'empêche pas que qu'on avance. Que Ouais. je trouve ça beau ce que tu dis de il y a des jours où tu vas pas faire ce que tu avais prévu de faire, où tu vas pas faire, le breathwork par exemple que tu avais prévu, mais le lendemain, il s'agit pas de se dire: «Je recommence». Non, je continue, Mmh. tu Mmh. vois? Ne Ouais. pas être vraiment dans cette radicalité, je pense que qui est amenée par, enfin de toute façon la relation qu'on a avec notre corps, elle est tout de suite, enfin il y a quelque chose de très radical en fait, qui vient dans nos comportements quand même de non-écoute, de mutilation et cetera. Exactement, ouais et en plus, quand on est des femmes, on a un cycle de 30 jours, donc vraiment, on a des variations dans le corps et c'est ça, en fait, qu'il faut variations de notre corps, les variations de notre humeur, de notre truc d'énergie et c'est ça vraiment, jongler avec ça, c'est vraiment ça, être connecté avec son corps pour moi, je pense. Mmh. Et ça me fait vraiment réfléchir à justement toi, quand tu étais infirmière, si tu arrives à te souvenir un peu, c'était il y a quelques années, comment est-ce que tu percevais, peut-être la relation de enfin certains patients avec leur corps, par exemple? Est-ce que Mmh. tu voyais qu'il y avait une différence pour, je sais pas, ceux qui arrivaient à accepter ce qui se passait pour eux dans, je sais pas, une épreuve de santé, une douleur, quoi que ce soit, et ceux qui se battaient contre eux-mêmes, contre leur corps? Est-ce que tu te souviens de ça? Mmh. Déjà, c'est hyper intéressant parce que, ben, moi, clairement, j'avais pas choisi ce métier-là pour rien non plus. Hem, C'était un métier qui me donnait un rythme aussi. J'étais toujours dans le go, 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 donc
Euh, ça m'aidait aussi dans le contrôle de mon alimentation, hein, parce qu'en fait, on mangeait tous ensemble. Enfin voilà, il y avait vraiment un truc où j'étais cadrée en fait. Donc ça m'aidait vraiment à garder ce contrôle. Et, euh, et pour ce qui est des patients, vraiment, enfin complètement, ça se voyait vraiment. Euh, il y avait même des gens qui ne disaient, enfin par exemple, il y avait des personnes qui ne disaient pas qu'ils avaient des douleurs. Ils avaient vraiment l'impression que qu'ils devaient gagner cette bataille un petit peu. Alors que, enfin voilà, moi j'ai travaillé dans des services où il y avait énormément de douleurs, hein, donc en oncologie, tout ce qui est cancéro. Donc là, c'est vraiment, enfin voilà, il y a beaucoup de douleurs et donc il y a beaucoup de traitements aussi pour la douleur, mais il y a énormément de personnes qui ne sonnaient pas euh, pour me demander un antalgique. Et ça, moi, ça a toujours été, enfin pour moi, une grande question d'observer ça, de voir qu'il y avait des gens vraiment qui étaient en lutte et ouais, qui avaient et honte d'avoir mal. Je pense qu'il y avait même une honte d'avoir mal, de d'appeler quelqu'un pour qu'on lui donne un traitement. Et en même temps, ce truc de je vais y arriver seule, hyper indépendant, je vais réussir vraiment à gérer cette douleur seule. Et d'autres personnes qui étaient, ouais, je pense plus dans l'acceptation de la maladie. Je sais pas si je peux dire ça. On va dire, c'est un peu ce que j'ai observé, mais et que du coup demandaient très facilement des antalgiques euh, et ouais, qui étaient dans un rapport au corps, je pense beaucoup plus proche, si je peux dire, parce qu'ils étaient vraiment enfin, à la moindre douleur, ils appelaient, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah, c'est trop, faut d'abord essayer un petit peu de gérer par soi-même. Mais moi, je trouvais que c'était hyper intéressant, justement, de, de pas laisser grandir cette douleur. Et ça, je pense que toi, tu vas aussi pouvoir en témoigner vraiment. Enfin, effectivement, c'est un truc qu'on dit souvent aux gens. Enfin, une fois que la douleur s'installe, c'est très compliqué de refaire baisser, quoi. Et enfin, moi, je l'ai expérimenté. Enfin voilà, dans mes douleurs, par exemple, de règles, des choses comme ça. Mais toi, je pense que c'est quelque chose que tu peux aussi partager peut-être. Bah, moi, si j'avais été ta patiente, j'aurais été dans la catégorie numéro un, Mhm. pour sûr. Et je pense que si j'étais de nouveau ta patiente, je ne suis même pas certaine que j'arriverais à être dans autre chose que cette catégorie numéro un. Je pense qu'il y a vraiment l'acceptation de ce qui t'arrive qui passe là-dedans. Moi, je trouve ça tellement, enfin, je pense que j'ai trouvé ça tellement injuste quand j'étais petite que, en effet, il y avait ce truc de c'est moi qui gagnerai. C'est moi qui vais gagner à la fin, c'est moi qui vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire malgré tout ça. Et du coup, je pense que enfin, il y a vraiment une part de moi, ou même plusieurs, qui sont vraiment encore beaucoup, beaucoup là-dedans. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des moments dans le parcours, quand on parle d'une épreuve de santé, par exemple, ben, moi, quand je me suis fait opérer, donc avant, quand j'avais le plâtre, quand j'ai eu le corset à l'hôpital, je n'ai jamais rien pris. Jamais. Je me souviens qu'à l'hôpital, quand je suis restée quelques mois à l'hôpital avec le plâtre, euh, sur les plateaux de repas, ils nous donnaient des, des trucs pour la douleur, je me souviens plus ce que c'était. Et moi, je les cachais. Je les prenais jamais déjà parce que je trouvais ça dégueulasse. Et en plus, parce que je voulais pas, en fait. Il y avait quelque chose de, oui, je suis plus forte que ça, je contrôle, c'est moi qui gère, personne ne me dit ce que j'ai à faire, etc., etc. Et donc, euh, je les cachais dans ma table de nuit, dans le petit tiroir de ma table de nuit. Et en fait, il était blindé à la fin. Parce qu'il y en avait, pour le coup, nous, on nous en donnait vraiment une fois par repas. Et par contre, j'ai eu un rapport différent à ça, à ces processus-là, quand je me suis fait opérer, où là, la douleur, elle était, enfin, elle est absolument pas comparable avec ce que je vivais avant. Et je me souviens très bien de ce que tu dis que je crois que c'était l'anesthésiste qui m'avait dit, euh, il faut absolument prendre la douleur au tout début quand elle arrive. Donc dès que vous sentez, enfin, du coup il y a de la morphine qui venait en intraveineuse tout le temps. Et j'avais un espèce de petit pouce-pouce là hein, pour les bolus de morphine. Et il disait, dès que vous sentez qu'il y a une douleur qui réarrive,
vous vous appuyez automatiquement. Et là, pour le coup, c'est la seule fois de ma vie où je l'ai fait. Alors là, ça emmène d'autres choses parce qu'il y a vraiment une addiction aussi qui se fait, enfin, avec de si fortes doses de morphine pendant 10 jours. Et enfin, c'est le seul moment, j'ai l'impression, où je me suis autorisée vraiment à prendre cette douleur au moment où elle arrivait. Encore aujourd'hui, je suis pas trop dans ce truc de médicaments, je suis plutôt avec les huiles, tu vois, et ça marche très bien. Mais je vois bien que j'ai encore un temps de latence avant de la prendre en charge, avant de la conscientiser. C'est encore difficile pour moi sur ce côté-là. Donc, je, je trouve que c'est pas si facile que ça, dans un certain sens, de s'écouter sur ces choses-là. Ah Parce bah qu'il non. y a comme des batailles derrière, en fait, qu'on essaye de gagner, qui sont pas celles de la douleur, qui sont plutôt celles de notre rapport à la vie, enfin, de notre rapport aux autres aussi. Moi, il y avait beaucoup de loyauté familiale qui se jouait là-dedans aussi. D'être toujours celle qui, tu sais, d'être la petite fille qui a mal ou qui a encore un problème, etc. Donc, il y avait vraiment ces combats-là que je menais et que je mène encore, je pense, d'une certaine manière. Mais je trouve ça intéressant. Et juste avant qu'on enregistre, tu parlais justement de cette idée de prendre les choses le plus tôt possible. Et là, on en parle pour la douleur, mais c'est aussi, enfin, dans la prise en charge globale finalement, même pour l'entourage. Quand quelqu'un va pas bien, prendre les choses le plus rapidement possible, comme on vient de le dire pour la douleur, dans l'écoute, dans plein de choses. Ouais. Bah, là, ce que tu disais, quand tu étais petite, là, ça me fait penser que, en fait, c'est compliqué, tu vois? En fait, tu t'es fait opérer, tu étais toute jeune et en fait, tout d'un coup, tu t'étais jamais vraiment posé la question, de ton corps, enfin, tu vois? Dans le sens, comment je m'en occupe et tout d'un coup, on te dit qu'il faut que tu sois, excellente, en fait, tu vois? Dans, le fait de prendre ta douleur en charge et voilà, enfin, je trouve que c'est très, très dur aussi tout d'un coup, dès qu'on voit le problème, on dit à l'enfant un petit peu de: «Maintenant, il faut que tu prennes ça en charge» et alors qu'on nous a jamais expliqué comment être dans ce corps en quelque sorte quoi, enfin et comment, jongler avec les douleurs, moi je tombais, on me donnait un gâteau donc enfin, quelque part, tu vois, on m'a jamais appris à rester avec la douleur, à comprendre à quel moment c'était trop fort. Tout ça, c'est des enseignements qu'on nous dit pas vraiment Mm. et et puis ce que j'entends aussi, c'est que enfin, je pense que j'entends que toi aussi tu as dû avoir ça, mais moi, il y avait énormément de honte effectivement derrière de parler de ça, tu t'en rends même pas vraiment compte et tu as honte d'avoir mal, tu as honte d'être comme ça, tu as l'impression vraiment que tu es le problème, en fait. Ça, c'est vraiment de la honte toxique qui vient de l'extérieur, en fait, qui vient vraiment pas du tout et après on a l'impression nous-mêmes qu'on est le problème, quoi. Mais oui, je pense que, hem, effectivement, prendre les choses, le plus tôt possible, c'est le mieux. Hem Après, je pense, enfin, j'espère, j'ai vraiment espoir que les nouvelles générations vont vraiment être plus connectées pour connecter à leur corps et à leurs sensations et tout ça, pour pouvoir en transmettre plus à leurs enfants. Et, et vraiment, je pense vraiment qu'en tant qu'adulte, essayer de se reconnecter par des petites choses, petit à petit, tous les jours, euh, vraiment, c'est hyper important. Et puis, je me vois même maintenant, si je devais à nouveau être infirmière, euh, ça serait hyper intéressant et en même temps hyper dur parce qu'il y a tout un système autour, mais je pense que j'aborderais le travail complètement différemment, quoi. Mhm. Ouais, tu sens que tu aurais un regard différent, une manière peut-être des comportements, un positionnement finalement en tant que corps Oui, médical. bah, même la douleur, hein, même la douleur en fait, même la douleur des patients en fait, hem, ils doivent nous donner une note de 0 à 10. Enfin voilà. Bon après on a fait comme on a pu, enfin les gens ont fait ceux qui ont créé cette échelle ont fait comme ils ont pu pour, mais c'est extrêmement subjectif, hein. Il y a qu'à partir d'un certain nombre qu'on peut donner des gros traitements. Avant, c'est Doliprane. Enfin, moi, je sais que, mes douleurs de règles, je les mettais pas spécialement haut, mais un Doliprane, ça faisait rien. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de paramètres, qui viennent et je trouve que déjà là, on perd beaucoup de son pouvoir, enfin, quand on est patient, quoi. Mhm. De pas pouvoir, décrire précisément juste avec
Enfin, maintenant, je dirais autrement. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça tire? Vraiment aider les gens, respirer dans la douleur. Enfin, il y a vraiment tellement de choses à faire avec la douleur euh, que, ouais, ouais, je pense que je travaillerais complètement différemment, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme si, en fait, quand notre corps enfin, je sais pas, il y a une épreuve de santé, peu importe ce qu'elle est, même une épreuve de vie, il y a vraiment, c'est le déclencheur pour ce début de relation avec son corps. Parce que j'ai Mm. l'impression qu'en fait, c'est pas un sujet tant qu'il n'y a pas de problème. Cette relation à son corps, elle n'est un sujet qu'à partir du moment où on met les phares en plein phare dessus, comme quoi il y a un problème en fait, comme quoi c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi ce parcours vraiment initiatique de, bah en fait, on m'a jamais appris à faire avec ça, ou comment faire avec ça, et que c'est vrai que c'est pas facile de poser des mots, même poser des pensées là-dessus, savoir vraiment comment le décrire, savoir comment communiquer, soit aux autres sur ce qu'on vit, soit à nous-mêmes sur ce qu'on vit. Il y a vraiment ce truc de d'apprendre en fait, d'apprendre à faire différemment, même quand on est un adulte et qu'il nous arrive ça. Complètement. Moi, j'ai tout réappris là depuis que j'ai 21 ans, 21 ans, 29 ans. Euh, Mes sensations de faim, quand est-ce que j'ai assez mangé, quand est-ce que j'ai un peu trop mangé, quand est-ce que j'ai vraiment trop mangé. Enfin, vraiment, juste ça, déjà pour moi, ça a été énorme parce qu'en fait, je faisais plus confiance à ma faim. Je faisais plus confiance à mon sentiment d'avoir assez mangé. En fait, je faisais plus du tout confiance à mon corps, en fait. Et on voit beaucoup de choses sur Instagram, le nombre de protéines qu'il faut manger, euh, le régime sans gluten, le régime sans... Enfin voilà, je dis pas, il y a des conditions qui font que. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous font un petit peu perdre pied par rapport au fait que en fait, notre corps, il est bien fait, euh, on n'a pas besoin de rentrer nos calories dans une application. En fait, lui, l'obésité n'est pas comprise dans le... Enfin, c'est pas quelque chose qui est dans le monde, c'est vraiment quelque chose qui est venu par rapport au trauma, en fait, hein. Le fait de trop manger et tout, si vous regardez dans le monde, dans le règne animal, les seuls animaux qui sont obèses, c'est des animaux qui sont avec des êtres humains. Les autres n'ont pas de problème d'obésité, hein. Euh, mais du coup, c'est vraiment... je pense, moi, ça a vraiment été ça, tout réapprendre, en fait. Et je pense on peut se dire qu'il est possible de manger à sa faim et d'être bien dans son corps. Enfin, moi, c'était quelque chose qui était complètement... Enfin, pour moi, c'était pas possible. En fait, soit tu mangeais que de la salade et tu te sentais bien, soit tu mangeais que des gâteaux et tu te sentais pas bien. Soit je mangeais ce que je voulais, en fait, et là, je me sentais pas bien. Il n'y avait pas la zone de gris ou la zone de rose, comme on veut la voir, mais que je vois maintenant, où je me dis, bah, en fait, tu peux manger ce que tu veux et t'écoutes ton corps. Et en fait, bah, ton corps, en fait, il va pas vouloir manger que des Kinder Bueno toute la journée. Clairement pas, tu vas te sentir, si tu es connecté à ton corps, tu vas te sentir fatigué, tu vas sentir que tu as un peu moins d'énergie. Par contre, ouais, de temps en temps, il va vouloir un petit plaisir qui va nourrir plus ton âme, en fait, qui va nourrir plus ton âme que ton corps. C'est trop beau. C'est Mm. trop beau et tellement vrai en vrai. Et moi, du coup, enfin, je pense que j'ai juste envie qu'on termine par ça, par que l'idée est juste que tu nous expliques comment est-ce que toi, t'accompagnes les gens sur ces sujets-là, avec plusieurs outils. Tu peux nous parler du pressoir, tu peux nous parler des huiles, peu importe. Même là, tu parlais de plutôt de nutrition, on peut parler de complémentation aussi, c'est des choses qui sont intéressantes aussi quand on veut aller dans plus l'écoute de son corps. Comment est-ce que tu accompagnes justement les gens qui ont besoin de retrouver ou qui ont envie, qui ont, ça y est, cet élan de retrouver un lien de confiance avec leur corps, une relation vraiment différente avec leur corps? Mm. Bah moi, ça va vraiment déjà de partir de là où chacun est, parce qu'on n'est vraiment pas tous au même niveau. Euh, Moi, je travaille beaucoup avec le système nerveux, donc il y a vraiment une phase où j'explique vraiment comment le système nerveux fonctionne. Euh, voilà, il y a un petit temps pour créer la sécurité aussi avec la personne parce que c'est assez vulnérabilisant de parler, parce que souvent dans des cas de dissociation, donc quand on veut reconnecter à son corps, il y a forcément l'utilisation, ben, moi ça a été la nourriture, mais ça peut être d'autres substances. J'ai aussi fumé, j'ai aussi bu de l'alcool, il y a vraiment, forcément, il peut y avoir du moins des
comportements addictifs associés à la dissociation. Hem et ensuite, ça va être beaucoup d'exercices, par le corps, vraiment en venant, très doucement reconnecter avec le corps et en observant vraiment ses sensations. Hem, donc ça, en séance, ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi aller très vite parce qu'en fait, le fait de le faire avec quelqu'un, ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais souligner, c'est que souvent, on a l'impression qu'on peut s'en sortir seul et je pense que toi et moi, on a peut-être eu cette sensation-là et maintenant avec le recul, je me ferais vraiment aider par quelqu'un, parce qu'en fait, dans la relation, on guérit énormément et parce que peut-être que quand, vous entendez des coachs ou des gens, voilà, des thérapeutes qui parlent, ça paraît toujours accessible, en fait, tout seul. Moi, ça me paraissait, je me disais: «Mais en fait, ça, je peux le faire seule, vraiment. Bien sûr, je peux me poser 10 minutes à respirer, ça ira». Mais dans la relation, quelqu'un qui est là que pour toi, quelqu'un qui te soutient dans tout ce que tu es, dans tous tes troubles, dans tous tes traumas, hem, enfin voilà, rien que là, ça me touche énormément de le dire. Moi, j'ai fini par me faire accompagner quand même et c'est très, très guérisseur et ça avance beaucoup plus vite que tout seul, en fait. Enfin voilà, ça, c'est quelque chose qui me semble très important de dire. Et ensuite, voilà, donc je soutiens aussi avec une méthode à laquelle tu es aussi formée qui s'appelle Psyche. Ça, c'est vraiment pour revenir, hem, reprogrammer de nouvelles croyances, parce que voilà, il y a beaucoup de croyances, souvent quand on est comme ça dissocié «Je suis pas, je suis pas une bonne personne, je m'aime pas», enfin voilà, vraiment des choses, qui sont intéressantes, à travailler en parallèle avec le rapport au corps et ouais, le rapport au corps et les addictions, tout ça et il y a donc le breathwork qui est très, très important pour moi. Hem, voilà, moi je respirais toutes les semaines. Après vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler avec sa capacité, quoi. De pas, voilà, comme je disais avant, pas aller plus loin que ce qu'on peut faire. Donc je travaille avec ça et effectivement, moi, je l'ai intégré, que vraiment, je pense, il y a 1 an et demi, mais la complémentation parce que, ben, moi, j'étais, je pense, hyper dénutrie et je sais pas, là, j'ai refait des tests de cheveux pour voir, où est-ce que j'en suis, mais je pense que ça met vraiment du temps. J'ai aussi eu un arrêt de mes règles pendant un temps, des règles très, irrégulières et ça, vraiment, les compléments et les huiles, je pense pas que c'est un tout, mais c'est vraiment des petites ressources, des petites étapes qui font que vraiment on arrive à quelque chose de guérisseur et on sent vraiment le changement, quoi. Donc moi, je pense que, ouais, l'intégration des compléments, ça m'a vraiment changé dans ma vitalité aussi, dans ma vitalité, en fait, de retrouver, une vitalité, cellulaire, saine, pas boostée par, 1 litre de café comme je pouvais faire quand j'étais infirmière. Donc voilà, ouais, vraiment une énergie connectée, quoi. Et c'est une Et présence à soi-même, en fait. C'est une énergie qui vient de l'intérieur plutôt qu'une énergie qui vient de l'extérieur, je trouve. ça me ouais, tout ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient aussi, cultiver quel investissement je mets en moi, enfin, donc vraiment, ça a été des questions hyper intéressantes. Mmh. Là, je vois vraiment qu'effectivement, m'être supplémentée, ça a aussi beaucoup, ça m'a beaucoup apporté, ouais. C'est très intéressant et je te rejoins aussi sur Psyché, moi j'utilise beaucoup en séance pour venir décharger des situations, des événements, des paroles qu'on a entendues. Ça peut être sur le lien, au corps justement, venir vraiment décharger avant de pouvoir recréer une relation différente. Je crois qu'en Mmh. fait, il y a dans le breathwork, il y a aussi ça, cette idée de faire de la place. Faire de la place, faire un espace, créer un nouvel espace pour construire quelque chose de différent. Ça se fera pas en 1 seconde et demie, mais ça peut se faire dans le temps, dans la relation et c'est juste hyper beau ensuite de voir qu'en fait, on a de plus en plus de capacités sur des choses sur lesquelles, c'était même pas un sujet avant, en fait. Et ce Mmh. qui est drôle sur ce que tu dis aussi sur la relation, moi qui travaille beaucoup en collectif, donc avec, par exemple, un enfant, mais aussi toute sa famille dans une épreuve de santé. Pas juste prendre la personne qui vit l'épreuve, mais aussi faire attention à tous ceux qui sont autour. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup cette importance de la relation
qui est, qui est à nourrir à cet endroit-là, en tout cas, ouais, qui est un vrai sujet. Moi, je travaille beaucoup avec les huiles sur ce côté-là. Parce que je trouve que la relation, ça passe aussi par partager des choses. Ça peut être partager ouais, une pratique. Et je trouve que les huiles, il y a vraiment ce côté très familial, en fait. C'est facile à partager. Un petit massage, je sais pas, une petite lichette sous les pieds. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et les huiles, c'est puissant, quoi. C'est des plantes. Donc, Vraiment, rebondir sur ce que tu dis par rapport à la famille et tout, parce que c'est quelque chose qui en ce moment me porte beaucoup et j'aimerais pouvoir créer une communauté enfin voilà, dans ma communauté, une communauté, on va dire. Et je trouve que là, ce que tu dis sur la famille, c'est hyper important. Le pouvoir de la communauté et de pas rester seul. Euh, on n'est pas des animaux solitaires, même si c'est le trauma qui nous pousse à être seuls, même si on a besoin de temps seul. On est des animaux très très sociaux, on se régule beaucoup par la relation, donc effectivement guérir en famille, c'est très très puissant. On a toutes les deux aussi beaucoup vécu dans le travail qu'on a fait sur nous. ouais, Et vraiment, il y a un truc, et dans ce que tu dis, là, accompagner des familles, moi je vois ça, accompagner les tribus. Gabor Maté, il en parle beaucoup, c'est une personne que j'admire énormément sur le travail des traumas, et vraiment, il y a vraiment ouais, le fait qu'en fait, on peut être vulnérable en famille, on peut être vulnérable dans notre communauté, enfin, si on n'a pas de famille, voilà, la communauté qu'on se crée, du moins, voilà, nos gens, quoi, et ça, c'est hyper important d'avoir ça, en fait, c'est très, très important, et pour la guérison, c'est voire même central, je pense, vraiment, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu prêches une clairement. convaincue parce que pour moi, tout se passe dans ces liens-là, dans la relation vraiment, dans ce qui se recrée à ces endroits-là. Mmh. C'est trop beau. Très, très beau, ouais. Est-ce C'est que plein tu de as envie de nous rajouter quelque chose? non, c'était super. C'était trop bien. Ouais, excellent. Eh bien, Merci, écoutez, ouais, merci beaucoup pour toi. Juste ouais, pour toi. merci. Merci beaucoup. Et de toute manière, on continue avec les deux autres épisodes de la série. On va aborder d'autres choses. Donc, rendez-vous dans quelques temps pour la suite de cette série-là. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, merci à Bisous. tous. Merci d'avoir écouté Bibac. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Bibac.